Pourquoi American Institute of Africa? Mon peuple meurt de faim par manque de connaissances. L'Afrique antique, le vieux monde fut le berceau de la science. Tous les continents, en particulier l'Amérique, avec l'exception unique de l'Afrique, ont bâti leur industrie à partir des lois et principes de l'Afrique antique lorsque les nouvelles générations africaines s'en détournaient. La mission d'American Institute of Africa est de rétablir cette connaissance authentique pour un développement normatif de l'Afrique grâce à la formation des plus grands penseurs du développement. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Professeur, notre dernier cours, Yui, se déplace depuis son domicile dans le New Jersey en raison de la neige. Il n'a donc pas pu venir en avion. Mais en fait, j'apprends beaucoup de choses. C'est une bonne façon d'organiser les cours à l'avenir. Je pense que nous pourrons l'utiliser l'année prochaine. Nous pourrions l'utiliser l'année prochaine. Yui présentera donc la modélisation de CV pendant environ 1 heure. Ensuite, Jack, Peter et moi-même ferons les remarques finales. Nous serons heureux de répondre aux questions sur les projets ou à toute autre question. D'accord. Yui, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre attention. Yui Tang, ok. Je suis ici. Bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir en personne à cause de la neige. Je suis heureux d'avoir l'occasion de discuter avec vous des risques de crédit de contrepartie dans le cadre de la modélisation des produits dérivés au niveau de l'entreprise. Je dirige un groupe de modélisation des actifs croisés chez Morgan Stanley. J'espère que vous comprendrez pourquoi on l'appelle Cross Asset Modeling. Ok, le risque de crédit de la contrepartie existe principalement dans les produits dérivés de gré à gré. Nous avons une transaction sur un dérivé de gré à gré. Parfois, vous devez de l'argent à votre contrepartie. Parfois, votre contrepartie vous doit de l'argent. Si votre contrepartie vous doit de l'argent, il se peut qu'à la date de paiement, elle soit en défaut de paiement et qu'elle ne vous paie pas la totalité du montant qu'elle vous doit. L'événement de défaillance comprend la faillite, le défaut de paiement et quelques autres événements. Il est donc évident que nous avons un risque de défaillance. Si notre contrepartie fait défaut, nous perdrons une partie de notre créance. 2. Cependant, la question est de savoir si, avant la défaillance de la contrepartie, il existe d'autres risques. Imaginez que votre contrepartie vous paie dans 10 ans. Elle n'a donc pas besoin de vous payer quoi que ce soit. La question qui se pose alors est la suivante, êtes-vous préoccupé par les risques de contrepartie ou non? Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, il s'agit du risque de marché lié à la probabilité d'une défaillance future de la contrepartie. C'est comme si le risque de contrepartie s'élargissait, même si vous n'avez pas besoin d'un paiement de votre part. 3. Contrepartie. Si vous vendez, les transactions habituelles se font à quelqu'un et quelqu'un peut s'en inquiéter. Par conséquent, l'évaluation au prix du marché diminuera si la contrepartie est plus large. D'un point de vue économique, cette situation est similaire à celle d'une obligation d'entreprise. Vous devez une obligation à la date de paiement des coupons de la date principale, la contrepartie peut faire défaut. Bien entendu, elle peut également faire défaut entre-temps. Mais en termes de terminologie, on ne parle pas de risque de contrepartie. Il s'agit du risque d'émission. C'est ici qu'intervient le concept important d'ajustement de la valeur du crédit. Comme nous le savons, la contrepartie représente un risque. Chaque fois qu'il y a un risque, nous pouvons lui donner un prix. L'ajustement de la valeur du crédit, CVA, est essentiellement le prix du risque de crédit d'une contrepartie. Il s'agit principalement de risques liés à la valeur de marché, mais le risque de défaillance est également inclus. Il s'agit d'un ajustement du prix de la valeur de marché à partir d'un modèle de défaut de la contrepartie.
FRIG, la cotation du courtier. Les gens savent donc qu'il y a une cotation du courtier. Le courtier ne connaît pas le risque de contrepartie. Beaucoup de nos modèles commerciaux ne connaissent pas non plus le risque de contrepartie, principalement parce que nous le retenons, ce dont je parlerai dans une minute. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir un prix distinct pour la CVA à ajouter au prix de la valeur de marché du modèle sans défaut de la contrepartie afin d'obtenir un véritable prix économique. En revanche, dans le cas d'une obligation, il n'y a généralement pas besoin de CVA car le prix est déjà fixé sur le marché. La CVA n'a pas seulement d'importantes implications en termes d'évaluation au marché, elle fait également partie de notre suivi des 3 CAPOLD, qui non seulement modifie votre évaluation, mais peut également avoir un impact sur votre rendement du capital. En raison du risque de CVA, les exigences en matière de capital sont généralement plus élevées. Il se peut donc que le dénominateur de ce rendement rendement du capital ou rendement des fonds propres, soit plus important. 4. Comme vous le savez peut-être, le risque CVA est un risque très important, en particulier depuis la crise de 2008. Pendant la crise, une perte financière significative provient en fait de la perte CVA, c'est-à-dire de la perte liée à l'évaluation au prix du marché en raison de la défaillance future des contreparties. Et cette perte s'est avérée plus élevée que la perte de défaillance réelle que la défaillance réelle de la contrepartie. 5. Encore une fois, pour revenir à notre question, comment penser en termes de tarification d'un produit dérivé et de prix, la CVA avec les produits dérivés? Tout d'abord, il ajoute un effet de portefeuille par l'effet du module des matières premières et du commerce. Et la perte ou le risque de défaut peut varier en fonction du portefeuille. Lorsque l'on utilise un modèle de dérivé au niveau de la transaction, qui est le inaudible ce que les gens appellent un modèle de dérivé, on fixe généralement le prix de chaque transaction, une transaction à la fois. Ensuite, vous activez l'évaluation au prix du marché pour obtenir une évaluation du portefeuille. Ainsi, lorsque vous fixez le prix d'une transaction, vous n'avez pas besoin de savoir qu'il peut y avoir d'autres transactions, dépendantes, de la même contrepartie. Mais pour la CVA ou le risque de contrepartie, ce n'est pas le cas. Nous verrons bientôt quelques exemples. Il s'agit d'une application de ce que j'appelle les produits dérivés au niveau de l'entreprise, qui se concentre essentiellement sur la modélisation des effets non linéaires, des risques non linéaires dans un portefeuille de produits dérivés. Voici quelques exemples. J'espère qu'ils vous aideront à mieux comprendre les risques de contrepartie et la CVA. Supposons que vous ayez une transaction de produits dérivés de gré à gré, par exemple un swap-year. Il peut s'agir d'un portefeuille de transactions. Simplifions les choses. Supposons que la valeur de la transaction soit égale à 0 le premier jour. Bien sûr, nous supposons que nous ne savons rien du risque de crédit de la contrepartie. Nous ne savons rien de la CVA. Il s'agit simplement de montrer comment la CVA est reconnue par les gens. Pour commencer, la valeur ajoutée de la transaction était de 0 le premier jour, ce qui est le cas pour de nombreuses transactions de coopératives. Puis la PV de la transaction est devenue 100 millions de dollars plus tard. Puis votre contrepartie fait défaut avec un taux de recouvrement de 50%. Vous recevrez alors 50 millions de dollars en espèces. D'accord, 100 millions de dollars multipliés par 50% de recouvrement. Si la contrepartie ne fait pas défaut, vous obtiendrez finalement 100 millions de dollars. Maintenant qu'elle fait défaut, vous en obtenez la moitié, 50 millions de dollars. La question est de savoir si vous avez gagné 50 millions de dollars ou si vous avez perdu. 6. 50 millions de dollars sur la durée de la transaction. Quelqu'un a-t-il une idée?
vous levez la main si vous pensez avoir gagné 50 millions de dollars. Puis-je voir les personnes présentes dans la classe? Je ne vois personne. 7. Professeur, comment puis-je soulever cette question? Yi Tang, ok, personne ne pense que vous avez gagné 50 millions de dollars. Je suppose donc que vous pensez tous avoir perdu 50 millions de dollars. Est-ce que les gens peuvent lever la main s'ils pensent avoir perdu 50 millions de dollars? Ok, je vois des gens. Certains n'ont pas levé la main. Cela signifie que vous pensez que vous êtes à plat? Ou peut-être que vous voulez garder votre opinion pour plus tard? Ok, c'est une question que je pose souvent dans mes présentations. Et j'obtiens généralement 2 réponses. Certains pensent avoir gagné 50 millions de dollars. D'autres pensent avoir perdu 50 millions de dollars. Dans un cas, j'ai dit, d'accord, vous savez qu'ils sont à plat. Il s'agirait d'une nouvelle situation intéressante dans laquelle personne ne pense que vous avez fait 50 millions de dollars. Je veux dire, allez, vous avez 50 millions de dollars en liquide à la porte. Et ils ne pensent pas que vous avez gagné 50 millions de dollars. Vous avez 0 $ depuis le premier jour. Maintenant, vous avez 50 millions de dollars. D'accord. Très bien, en tout cas pour ceux d'entre vous qui pensent avoir perdu de l'argent, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ronnie, quelqu'un pourrait-il nous dire pourquoi vous pensez avoir perdu 50 millions de dollars? Vous êtes passé de 0 à 50 millions de dollars. Pourquoi pensez-vous avoir perdu 50 millions de dollars? Sommes-nous équipés pour permettre aux gens de répondre aux questions? Professeur, oui, je pense que si quelqu'un appuie sur un bouton devant eux. Yi Tang, ok, donc les gens ont choisi de ne pas exprimer leur opinion. Audience, c'est parce qu'il faut payer pour échanger et qu'il faut payer 100 millions de dollars à quelqu'un de l'autre côté du commerce. Yi Tang, ok, très bien. Vous parlez donc essentiellement de couverture. C'est ce que vous essayez d'obtenir? Vous avez donc un swap comme 0 et un swap compensatoire comme couverture? C'est bien ce que vous essayez de dire? Audience, non. Je dis que si vous êtes l'intermédiaire pour un swap, vous devez payer 100 millions. 8. de dollars à l'autre bout. Donc, si vous recevez 50 et payez 100, vous avez une perte. Yi Tang, c'est bien. C'est vrai, l'intermédiaire a raison. Et c'est similaire à une situation de couverture. C'est donc exact. C'est essentiellement la raison d'être d'un courtier. Essentiellement, nous. 9. sont tenus de se couvrir. Nous sommes très stricts sur la limite. En fait, nous perdrions peut-être 50 millions de dollars sur le fonds de couverture. Lorsque notre transaction est passée de 0 à 100 millions de dollars, notre couverture est passée de 0 à 100 millions de dollars. En fait, nous ne recevons que la moitié de ce que nous devrions recevoir. Et pourtant, nous devons payer la totalité du montant que nous devons payer du côté de la couverture. En fait, nous avons perdu 50 millions de dollars. Mais c'est là qu'interviennent la CVA, le négoce de CV et la gestion du risque de CV. Encore une fois, la CVA est le prix du risque de crédit de la contrepartie. Et maintenant, si vous vous couvrez, la transaction sous-jacente ou le swap de transaction, si vous vous couvrez, vous voyez le risque. Théoriquement, vous serez remboursé en cas de défaillance d'une contrepartie. Vous recevrez donc 50 millions de dollars de la part de la contrepartie et, théoriquement, vous recevrez 50 millions de dollars de la part du bureau des CV si vous vous couvrez avec le bureau des CV. La deuxième question est de savoir comment quantifier la CVA. Quel est le montant de la CVA?
La CV sur la créance, que nous imputons généralement à la contrepartie, est essentiellement donnée par la formule suivante. MPE signifie exposition positive moyenne, c'est-à-dire uniquement nos créances lorsque la contrepartie nous doit de l'argent, et le temps que la contrepartie est, call, spread, multiplié par la durée. Plus l'écart est important, plus la probabilité de défaillance de la contrepartie est élevée, plus nous devons imputer de frais à la CVA. Il en va de même pour la durée. Plus la durée de la transaction est longue, plus la contrepartie a le temps de faire défaut, donc nous facturons plus cher. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un signe négatif. Car la CVA, du côté des créances, est notre passif. C'est ce que nous facturons à notre contrepartie. Et il y a des articles théoriques qui ne définissent pas, c'est OK pour des raisons théoriques. Mais dans la pratique, si vous oubliez le signe, les choses deviendront très confuses. Voici une formule plus précise pour la CVA. Vous savez que du côté de l'EPM, nous avons le SSI. Nous pouvons donc voir, pour commencer, qu'il existe une fonction d'indicateur où 10. Ce capital T est l'échéance finale de la transaction ou du portefeuille de la contrepartie. Ce inaudible est le délai de défaillance de la contrepartie, le premier délai de défaillance. Et si le PAL est supérieur à ce capital T, cela signifie essentiellement qu'une défaillance se produit après l'accumulation du portefeuille de la contrepartie. Par conséquent, nous n'avons pas de risque de contrepartie. C'est donc ce que cet indicateur 11 concerne. Si la contrepartie fait défaut avant l'échéance, elle présente un risque de crédit de contrepartie. Il y a une évaluation future du portefeuille de la contrepartie juste avant l'une de nos défaillances. Il s'agit du montant de la garantie que nous détenons pour ce portefeuille. La créance nette, le montant net, lorsque la valeur future est supérieure à la garantie, est notre sorte d'exposition, le montant que la contrepartie nous devrait. Un moins R représente essentiellement le risque de défaillance. Donc un moins R multiplié par l'exposition représente essentiellement la perte future en cas de défaillance. Et le bêta est essentiellement un compte de marché monétaire fictif normal en cas de défaillance, et c'est l'attente et le risque que vous mesurez. Cela semble simple. Mais si l'on entre dans les détails, c'est en fait très complexe, peut-être parce que le portefeuille a eu un effet sur cette option comme le payoff. Si vous reconnaissez ce signe positif ici, vous reconnaissez essentiellement qu'il s'agit d'une situation optimale. Voici donc à nouveau quelques détails sur les effets non linéaires du portefeuille. Tout d'abord, nous parlons des transactions fréquentes. Dans l'exemple précédent, une transaction est passée de 0 à 100 millions de dollars. La contrepartie fait défaut, vous recevez 50 millions de dollars, ce qui signifie que vous avez perdu 50 millions de dollars. Mais qu'en est-il si vous avez une autre transaction avec la même contrepartie? Il s'agit d'une compensation. Lorsque le premier taux est passé de 0 à 100 millions de dollars, la transaction compensatoire peut passer de 0 à un montant négatif de 100 millions de dollars. Par conséquent, si la contrepartie devait faire défaut, vous auriez une perte par défaut de 0. Ce n'est qu'un exemple de type de portefeuille, car je compense des transactions. Par conséquent, pour évaluer la CVA, vous devez connaître toutes les transactions que vous avez avec la même contrepartie. C'est très différent d'un modèle. Au niveau des transactions où il suffit de connaître une seule transaction à la fois, il existe également une asymétrie dans le traitement des créances, c'est-à-dire des actifs, par rapport aux dettes, c'est-à-dire aux passifs. C'est là que l'option peut s'avérer payante.
En règle générale, si nous avons une créance sur notre contrepartie, nous ne recevrons qu'une fraction de cette créance en cas de défaillance de la contrepartie. 12. Nous subissons donc une perte sur défaillance. Cependant, si nous avons une dette envers notre contrepartie, si la contrepartie fait défaut, nous allons recevoir une fraction de cette dette. 13. Si la contrepartie fait défaut, nous devons plus ou moins payer le montant total. Nous n'avons pas de jeu de défaillance, pour ainsi dire. C'est donc cette asymétrie qui est à l'origine du paiement de type option que nous avons vu précédemment. Et comme vous le savez, une contrepartie peut négocier de nombreux instruments dérivés sur de nombreux actifs, tels que les faits, ingénieurs, les actions, carry, un grand nombre de types, ainsi que les matières premières et les résumés d'une hypothèque. Ensuite, mon groupe est responsable non seulement de l'exposition sous-jacente à la CVA pour le capital, mais aussi pour la liquidité, car plusieurs actifs sont impliqués et nous devons modéliser les actifs croisés. C'est pourquoi nous avons baptisé notre groupe Cross Asset Modeling. En outre, il ne s'agit pas seulement d'un paiement de type option, qui est modélisation, ici, mais d'une option essentiellement sur un panier de produits dérivés d'actifs croisés. Et la modélisation devient encore plus difficile. C'est donc à ce moment-là que le niveau de l'entreprise entre en jeu. Et le modèle d'entreprise, qui sera de plus en plus utilisé par la suite, devra s'appuyer sur des modèles de dérivés au niveau des transactions, et devra donc faire beaucoup de martingale, de tests de martingale, de rééchantillonnage, d'interpolation. Voici donc un peu plus d'informations sur la CVA. Nous avons parlé des actifs ou de la CVA du MPE, essentiellement 4 de nos actifs ou de nos créances. Dans cette formule, nous avons déjà notre défaillance dans la première. Il existe aussi, théoriquement, une CVA de passif. Il s'agit essentiellement de la CV du côté des dettes, lorsque la banque ou nous-mêmes avons eu une probabilité de défaillance. Et c'est un avantage pour nous, d'accord. La formule est donc assez symétrique, comme vous pouvez le constater, sauf que le moment du défaut ou l'événement de défaut n'est pas pour la contrepartie, mais pour nous. D'accord. Le signe positif est devenu négatif, ce qui est essentiel pour indiquer qu'il s'agit d'un passif négatif pour nous. Il s'agit d'une discussion intéressante qui porte d'abord sur la défaillance. Nous avons parlé de la manière dont, en cas de défaillance de la contrepartie, nous payons plus ou 14. Moins le montant total à la contrepartie. Cette notion est donc utilisée de manière argumentée du côté des créances. Ainsi, si nous avons une créance et que nous sommes les premiers à faire défaut, en gros, la contrepartie nous paierait presque le montant total. Et là, certaines personnes commencent à se demander, lorsque nous fixons le prix de la CVA, si nous devons connaître le montant, la contrepartie en elle-même, laquelle est la première à faire défaut. 15. Par défaut. Mais mon argument est que nous n'avons pas besoin de prendre cela en considération. J'ai quelques références à vous proposer si vous êtes intéressé par ce sujet, mais je ne vais pas y consacrer beaucoup de temps car nous avons beaucoup de choses à examiner. Voici un autre exemple. Vous avez une transaction, identique à la précédente. La valeur ajoutée de la transaction était de 0 le premier jour, et la valeur ajoutée de la transaction devient 100 millions de dollars plus tard. Cette fois, bien sûr, le risque de contrepartie est correctement assuré. La question est alors de savoir si vous avez d'autres risques. Quelqu'un veut-il essayer de nous dire s'il y a d'autres risques? En fait, il n'y a pas plusieurs catégories de risques. Je me demande si quelqu'un voudrait essayer de nous faire part de son opinion. Désolé, je n'ai pas pu vous entendre. Oui.
Audience, risque de taux d'intérêt sous une forme ou une autre. Yi Tang, risque de taux d'intérêt, ok, très bien. D'accord, il s'agit d'un risque de marché. Oui, vous avez raison, il y a un risque de taux d'intérêt, mais j'ai mentionné ici que le risque de marché est correctement assuré. Cela signifie donc que le risque de taux d'intérêt de la transaction sera géré par la couverture. Quels sont les autres risques? Audience, Y a-t-il des risques pour l'homme clé? Si le trader qui a effectué la transaction s'en va et n'est pas au courant de la Yi Tang, ok. Audience, moins, un portefeuille. Yi Tang, c'est un bon point. Oui, il y a un risque de ce genre. Oui, il y a un risque de ce genre. D'autres risques? D'accord. Passons à la suite. Je prétends qu'il existe un risque de financement des liquidités. D'accord. Notre transaction n'est pas garantie. Ensuite, j'affirme que nous avons besoin d'un financement pour les créances dérivées non garanties, ce qui signifie que nous sommes sur le point de recevoir 100 millions de dollars à l'avenir. Nous ne les avons pas maintenant. Et je prétends que nous trouvons en fait des liquidités pour cela dans 16. Nombreux cas, dans la plupart des cas, mais pas pour chaque transaction. Quelqu'un a hâté? Une idée de la raison pour laquelle, lorsque vous êtes sur le point de recevoir de l'argent, vous devez en fait trouver de l'argent. Cela nous ramène à l'argument de la couverture. 17. Similaire à la CVA. Essentiellement, si vous deviez couvrir votre transaction avec des contrats à terme ou avec un autre courtier, qui sont généralement garantis. Cela signifie que lorsque vous êtes sur le point de recevoir 100 millions de dollars, vous êtes essentiellement sur le point de payer 30 millions de dollars sur votre couverture. En fait, s'il s'agit de contrats à terme qui peuvent être évalués à la valeur du marché, cela signifie que vous devez vraiment trouver 100 millions de dollars en espèces. Il en va de même pour les transactions garanties. Et c'est là que réside le risque. En effet, lorsque vous devez trouver cet argent et que vous ne l'avez pas, que ferez-vous? Vous risquez de finir comme l'aimant. Il y a également un risque de liquidité, c'est-à-dire que le risque de liquidité dépend des conditions du marché, de l'évolution des taux d'intérêt et d'autres facteurs de risque du marché. Selon les conditions du marché, la liquidité peut être très différente et vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. C'est donc un autre défi. Si l'on retourne l'argument, en l'appliquant aux dettes, et si l'on a des dettes non garanties, on a essentiellement un avantage en termes de financement ou de liquidité. Il est donc intéressant de gérer ce risque de liquidité en utilisant les avantages de financement des dettes collatéralisées pour couvrir partiellement le risque de financement et les créances de produits dérivés collatéralisés. Il y a beaucoup d'autres risques, par exemple, le risque de payeur, et les risques liés aux capitaux propres. Voici un autre exemple que j'aimerais aborder avec vous sur l'application de la CVA. Il s'agit d'étudier les post-options ou post-spreads. Si vous négociez des actions, vous avez peut-être déjà pensé à ce problème. Vous pouvez soit acheter l'action directement, soit vendre des options de vente dont le prix d'exercice est inférieur au prix actuel. Dans ce cas, le paiement est plus ou moins similaire. Certaines personnes peuvent vous proposer OK, si vous voyez le PU, si votre action baisse, vous allez perdre de l'argent. Mais vous perdrez également de l'argent si vous détenez l'action directement. L'une de ces stratégies est la vente d'options de vente. Si l'action ne vous convient pas et que vous ne participez pas à la hausse lorsque le prix de l'action augmente de manière 18. Significative, vous n'allez pas profiter de ce prix. Mais bien sûr, une chose que les gens peuvent faire, c'est, vous continuer à vendre des options de vente, de sorte qu'elles
deviennent comme une opération de revenu. Il s'agit donc d'une 19. Stratégie. Certains disent que vendre des options de vente, c'est comme déterminer son propre prix et être payé pour essayer. C'est la raison pour laquelle nous avons ce commerce de paiement et Warren Buffett, Berkshire, a choisi l'option de vente à long terme pour le secteur des actions de premier plan. Aux États-Unis, vous payez l'impôt sur les sociétés, qui s'élève à environ 4 milliards de dollars, sans avoir à fournir de garantie. Cette absence de garantie était très importante. C'est un sujet sur lequel j'ai été très impliqué dans l'un de mes emplois précédents. Cela s'est passé, je crois, vers 2005-2006. C'est l'une des plus grosses transactions. Et l'on m'a dit, lorsque j'étais impliqué dans cette affaire, qu'il s'agissait de l'une des plus importantes sorties de fonds dans le domaine des produits dérivés à l'époque, parce que Warren Buffett a perçu la prime sans fournir de garantie. S'il avait accepté de fournir des garanties pendant la crise de 2008, il aurait dû le faire pour plusieurs milliards de dollars. Et l'une des raisons pour lesquelles il disposait de plus de liquidités que d'autres personnes était qu'il était très prudent, inaudible, et je pense que j'ai mis une référence si cela vous intéresse et que vous pouvez essentiellement voir le lien inaudible. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de courtiers sont intéressés par cette transaction, mais ils en connaissent la taille. Je dirais qu'il n'est pas facile de gérer des actions à long terme, mais je pense que beaucoup de gens ont pu le faire. Pour moi, certaines personnes n'ont pas été en mesure de négocier ou d'entrer dans cette transaction, non pas parce qu'elles ne pouvaient pas gérer l'action. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas gérer la CVA composée. Tout d'abord, nous savons qu'il y a un CVA. Essentiellement, nous avons acheté cette option à Warren Buffett. Au bout du compte, il se peut que vous deviez payer et à ce moment-là, il peut manquer à ses engagements. Il s'agit donc d'un risque CVA normal. Mais il existe également un risque de roulement, c'est-à-dire un risque plus grave. Vous pouvez imaginer qu'en cas de baisse du marché, Warren Buffett nous doive plus d'argent. Pensez-vous que, dans ce scénario, il sera plus ou moins susceptible de manquer à ses engagements? Il sera plus susceptible de faire défaut? C'est là qu'intervient le terme de risque de roulement. Lorsque votre contrepartie vous doit de plus en plus d'argent, il est 20 plus probable qu'elle fasse défaut. Ce risque est encore plus difficile à modéliser. Il y a aussi un risque de financement des liquidités qui peut aussi être long, parce qu'en tant que courtier, vous pouvez avoir besoin de transactions en ordre pour payer Berkshire. D'où vient l'argent? Plus précisément, il s'agit d'émettre une dette pour financer d'une manière sûre, SIN. Et 21. Essentiellement, vous paierez une marge assez importante sur votre dette. C'est essentiellement le coût de votre liquidité de financement. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons facturé la CVA de Warren Buffett et la CVA de vos mères, et que nous avons pris en charge les coûts de financement, certains coûts de financement des pistes. Un autre défi, bien sûr, est que certains courtiers, je le soupçonne, auraient pu fixer le prix de la CVA, mais ils n'ont pas une bonne gestion des risques du bureau de négociation de la CVA pour assurer la gestion des risques de la CVA et du financement. Une fois que vous avez cette position en main, vous avez des risques de contrepartie. Mais comment la couvrir ? Vous facturez à Warren Buffett X millions de dollars pour le CVA. Si vous ne faites rien, lorsque leur spread s'élargira, vous aurez beaucoup plus de pertes CVA. Il faut donc gérer le risque. Bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couverture. Mais avec n'importe quelle couverture, si l'on entre dans les détails, on subit une bonne part du risque de halètement. C'est un peu comme une obligation.
Si vous possédez une obligation, vous pouvez acheter une protection CDS. Sur la même obligation, plus ou moins, vous êtes couvert pendant un certain temps d'une manière stable. Mais ce n'est pas le cas pour un AAVC. La raison en est que l'exposition peut changer au fil du temps. Une chose que nous avons essayé à un moment donné, c'est de structurer une sorte d'opération de type Credit Linked Note. Essentiellement, vous vous adressez aux personnes qui possèdent ou aimeraient acheter l'obligation de Berkshire. En gros, vous devez leur dire OK, nous avons un actif de crédit similaire à l'obligation de Berkshire. Si vous vous sentez à l'aise avec l'obligation de Berkshire, vous pouvez considérer notre actif qui paie plus, coupon. Et la raison pour laquelle nous avons pu payer plus de coupons est que nous avons pu séparer et détenir Berkshire beaucoup d'argent. Et il y a aussi une protection contre les creux, les emprunts, qui est en jeu, mais je vais m'y attarder pour gagner du temps. La question est donc de savoir si nous avons essayé, beaucoup de, l'argent du Berkshire. Pourquoi voudrait-il faire ce commerce? Qu'en penserait-il? Voici ce que je pense. Comme vous le savez, ils ont une activité d'assurance. Ils ont donc voulu explorer d'autres moyens de vendre de l'assurance. Vendre des options de vente, c'est 22. Donc diffuser de l'assurance sur le marché des actions. Ils ont vendu des options de vente à 10 ou 15 ans à des prix inférieurs à leur prix de référence. Ainsi, les gens peuvent se demander quelle est la probabilité que le prix d'une action descendant dessous du prix actuel dans 10 ou 15 ans. Cela arrive, mais ce n'est pas très probable. Et ils ont des rentrées de fonds dès le premier jour. 23. En fait, je pense que Berkshire pensait à des coûts de financement faibles. Si vous lisez le document de Warren Buffett, il dit essentiellement qu'il s'agit d'un taux d'intérêt de 1% sur des liquidités à 10 ans, ou quelque chose comme ça. Et il est très important de bien gérer ces liquidités. Ils n'ont pas de flux de trésorerie jusqu'à ce que la transaction arrive à échéance. C'est ainsi qu'ils ont évité de perdre des liquidités en 2008, même s'ils ont subi des pertes non réalisées liées à la valeur de marché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008 et 2009, Berkshire a étudié la possibilité de déposer des garanties. Au départ, il n'y avait pas de dépôt de garantie. En fait, ils voulaient déposer des garanties. Ils ont même approché certains courtiers pour leur dire qu'ils voulaient déposer des garanties. Pourquoi cela? Il n'y a pas de repas gratuit. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas déposer de garantie, mais pendant la crise, leur marge s'est élargie. Le spread de tout le monde s'est élargi. Le spread de Berkshire s'est donc élargi. Warren Buffett devait donc plus d'argent. Alors, devinez quoi? La couverture CVA obligerait le courtier à acheter de plus en plus de protection sur Berkshire. Lorsque vous achetez plus de protection sur quelqu'un, cela augmente encore la marge de crédit de cette personne, de cette entité. Berkshire a donc vu sa marge de crédit s'élargir beaucoup plus qu'elle ne l'espérait, qu'elle ne le prévoyait. Et plus tard, ils ont découvert que c'était dû à la couverture CVA, à la gestion du risque CVA. Cela a en fait affecté leur émission d'obligations. Lorsque vous avez un écart de crédit élevé sur le marché des CDS, le marché au comptant peut en fait se poser des questions et suivre. Et quiconque voudrait acheter l'obligation de Berkshire y réfléchirait à 2 fois. Ok, si je dois acheter cette obligation, si je dois un jour acheter une protection de crédit, cela va me coûter beaucoup plus d'argent à cause de l'élargissement de l'écart. Je vais donc exiger un coupon plus élevé pour l'obligation de Berkshire, ce qui fait grimper leur coût de financement. Ils ont donc exploré différents modèles de postposition.
Une autre question très intéressante à poser est celle de savoir si Berkshire pense gagner de l'argent et si le concessionnaire pense en gagner, ce qui est probablement vrai. Berkshire pense qu'il gagne de l'argent et le concessionnaire pense qu'il en gagne. 24. Ce qui est probablement vrai. Mais la question est alors de savoir qui perd de l'argent. Ou qui va en perdre. Quelqu'un a-t-il une idée? Je pense qu'il y a probablement beaucoup de réponses à cette question. Mon point de vue est que, pour l'essentiel, 25. Quiconque a besoin de se couvrir, quiconque a besoin d'acheter des options de vente. Si le marché ne baisse pas autant que vous l'espériez, vous paierez la prime de l'option de vente et n'en tirerez aucun avantage. Voici une énigme CV intéressante. J'espère qu'à ce stade, vous avez pleinement conscience des risques et de l'impact de la CVA. En ce qui concerne le risque lui-même, en termes d'ampleur, comme je l'ai mentionné précédemment lors de la crise de 2008, qui a entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars pour certaines entreprises en raison des CVA, et ce chiffre est supérieur à la perte par défaut réelle. Étant donné que vous connaissez la CVA, si vous négociez avec la contrepartie A, vous vous direz naturellement, « Ok, je veux acheter une protection pour couvrir mon risque de CVA, acheter une protection de crédit sur A, auprès de la contrepartie B. » Si vous négociez avec la contrepartie B, vous aurez une CVA contre la contrepartie B. Vous aurez un risque de crédit contre la contrepartie B. Qu'allez-vous faire? Si vous vous contentez de suivre le raisonnement simple, vous pouvez vous dire « Oh ok, je devrais peut-être acheter une protection de crédit sur B auprès de la contrepartie C. » Mais si vous le faites, vous devrez continuer dans cette voie. Cela devient une série infinie. En théorie, les séries infinies sont acceptables, mais en pratique, je pense qu'il sera très difficile de les gérer. Quelle serait donc une stratégie simple pour mettre fin rapidement à cette série infinie? Oui, cela a également des implications théoriques pour la tarification des CVA. Parfois, nous disons, « Ok, je ne fixe pas le prix de cette répétition, réplication, utilisez des instruments de couverture. » Maintenant, vous devez utiliser un nombre infini d'instruments de couverture. Cela va avoir un impact sur votre modélisation. Réplication. En pratique, nous achetons une protection de crédit sur A auprès de la contrepartie B avec une garantie totale, généralement auprès d'un courtier. Ainsi, quel que soit le montant que vous devez à l'entreprise B dans l'immédiat, ils vont post-modéliser. D'une certaine manière, c'est plus ou moins similaire à un contrat à terme. Cela minimise le risque de contrepartie inaudible. Vous pouvez donc facilement interrompre cette série infinie. 26. J'aimerais aborder ici ce que j'appelle la modélisation des produits dérivés au niveau 2. L'entreprise. Nous avons mentionné les modèles de produits dérivés au niveau du commerce. Il s'agit essentiellement d'un modèle ordinaire. Lorsque l'on parle de modèle de produits dérivés, on parle généralement de modèle de produits dérivés au niveau du commerce. 27. Les modèles au niveau de l'entreprise. Essentiellement, vous modélisez chaque transaction indépendamment. Le modèle est basé sur le prix, la valeur de marché ou la sensibilité à la valeur grecque. Ensuite, lorsque vous avez un portefeuille de ces transactions, il vous suffit d'agréger leur valeur grecque, par le biais d'une agrégation linéaire. Vous obtenez alors essentiellement la valeur actualisée du portefeuille. Mais comme nous l'avons déjà vu, cela ne donne pas une image complète de la situation. Il existe d'autres risques qui nécessitent une modélisation plus poussée. L'un d'entre eux est le risque de portefeuille non linéaire.
Essentiellement, ces risques ne peuvent pas être une agrégation linéaire des risques de chacune des transactions composant le portefeuille. L'exemple que nous avons étudié est celui de la CVA, le financement est de nature similaire, la liquidité du capital en est également un exemple. La clé pour gérer cette situation est d'être capable de modéliser toutes les transactions sur le marché et les facteurs de risque de marché d'un portefeuille de manière cohérente afin de pouvoir gérer correctement la rémunération compensatoire. Bien entendu, nous devons exploiter le modèle au niveau de l'opération essentiellement pour fixer le prix de chaque opération individuelle à partir d'aujourd'hui et d'une date future. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également un retour d'informations sur les modèles au niveau du commerce. Par exemple, lorsque nous fixons le prix d'un modèle de niveau inaudible d'une transaction très publique. Dans ce modèle de niveau inaudible, nous négocions avec une contrepartie, disons supposée inaudible, qui est proche de la défaillance. Vous savez, le modèle au niveau du commerce ne connaît pas sa contrepartie, ni le défaut de paiement. Le niveau de négociation vous donnera des limites d'exercice indépendantes, quand devez-vous annuler ce modèle indépendamment de la qualité de crédit de la contrepartie. Cela soulève une question, lorsque la contrepartie est proche de la défaillance, même si votre modèle indique que vous ne devriez pas exercer sur la base des conditions du marché, ne devrions-nous pas prendre en compte la condition de la contrepartie, la condition de crédit? Si la contrepartie est proche de la défaillance, si vous annulez cette opération plus tôt, vous éliminerez ou réduirez le risque de 28. Contrepartie. Il s'agit là d'une application intéressante et d'un retour d'information entre un modèle au niveau du commerce et les modèles au niveau de l'entreprise. Ce que nous avons fait, dans certains de mes emplois précédents, c'est que nous avons déterminé le risque de contrepartie dans ces transactions, les principales transactions. Si vous annulez cette transaction, nous en tirons un bénéfice. 29. Parce que nous allons réduire la CVA ou même la rendre nulle. Ainsi, le trader CV pourra payer la transaction sous-jacente. Le modèle sous-jacent peut donc être considéré comme égal plutôt que comme faisant partie de la modélisation des conditions d'exercice, sachant que si l'on annule plus tôt, on peut potentiellement obtenir des avantages supplémentaires. Ce modèle peut éventuellement vous permettre de gérer les risques de manière plus appropriée, qu'il s'agisse des risques de marché ou des risques de contrepartie. C'est à peu près la portée et l'application du modèle au niveau de l'entreprise. Il s'agit en fait d'un effort de modélisation assez important, ainsi que d'un effort important en matière de données d'infrastructure. Essentiellement, cela nécessite une bonne quantité de tests de martingale, d'interpolation de martingale, récupération, et de modélisation de martingale. La raison en est que vous avez un modèle de transaction, et que votre modèle de transaction peut modéliser une transaction particulière avec précision, et qu'il existe certaines simulations de modélisation du marché sous-jacent ou du grand PV. Mais lorsque vous réunissez un portefeuille de transactions, la méthodologie que vous utilisez pour modéliser une transaction avec précision n'est pas nécessairement celle dont vous avez besoin pour modéliser toutes les transactions avec précision. Certaines de ces méthodes nécessitent des PV et d'autres des simulations, mais il faut les combiner. Généralement, nous utilisons la simulation. Et cela introduit des imprécisions numériques. Et le test de la martingale nous dira si nous introduisons beaucoup d'erreurs, la martingale nous permettra soudain de corriger ces erreurs. Comme vous le savez, la martingale est l'un des fondements de la tarification de l'arbitrage. Essentiellement, la martingale est quelque chose qui sera en mesure d'appliquer les conditions de la martingale dans la procédure numérique, et pas seulement en théorie.
La modélisation de l'interpolation de la martingale est un autre aspect important et intéressant. Si nous avons le temps, nous pouvons inaudible. Il existe différentes approches pour le faire de manière systématique et il reste encore d'autres moyens. J'aimerais passer rapidement en revue quelques exemples de martingale et de mesure. 30. De martingale. Il se peut que je doive aller assez vite en raison des contraintes de temps. Mais j'espère que vous avez déjà appris tout cela. J'espère que ce sera plutôt une révision pour vous. Nous parlons donc essentiellement de quelques exemples. 31. Quelle est la mesure de la martingale à terme qualifié, à terme Libor, à terme public, à terme le commerce de la défense, à terme le coupon CDS? J'espère que vous connaissez déjà les premières mesures. Le coupon de CDS, est, à mon avis, assez difficile à calculer. Pour des raisons de simplicité, je ne considère pas explicitement l'escompte de garantie. Cela ajoute des défis supplémentaires, mais nous pouvons tout de même y faire face. Ainsi, en vertu de la mesure neutre du risque, essentiellement pour ce I de P étant le prix d'un actif négocié sans flux de trésorerie intermédiaire. Essentiellement, IT sur bêta T est une martingale. C'est essentiellement le théorème lognormal de la martingale de l'escompte de garantie. Il stipule que pour deux actifs négociés sans flux financier intermédiaire, satisfaisant à des conditions techniques, le ratio est une martingale. Il existe une mesure de probabilité correspondant à l'axe numérique. Nous avons donc naturellement ce composite. Le forward arbitrage Freeman-Newell correspondant essentiellement à une erreur de nombre de 0 petit montant. Naturellement, nous pouvons trouver ceci alors que P et que le ratio PV est une martingale. Encore une fois, il s'agit simplement d'un ratio de deux actifs négociés sans flux de trésorerie intermédiaire. D'après la définition du prix total, le prix total est essentiellement une martingale dans le cadre de la mesure à terme. Le Libor à terme, c'est le Libor à terme, est essentiellement un ratio de 2,0 pour une obligation. Naturellement, nous savons qu'il s'agit d'une martingale sous l'axe numérique. Il s'agit donc essentiellement d'une mesure à terme jusqu'au paiement du Libor à terme. Il s'agit donc de la condition de la martingale. De même, nous pouvons utiliser l'argument du taux de swap à terme. Essentiellement, un taux de swap à terme est comme l'annuité votre numéraire. Et c'est le taux de swap à terme, vous savez essentiellement est la différence de 2,0 d'une obligation divisée par l'annuité. Nous pouvons donc conclure, sur la base du théorème de Harrison-Pliska, que le taux de swap à terme est essentiellement la martingale sous la mesure de l'annuité, avec cette annuité comme numéraire. Le même argument vaut pour l'effet de change à terme. L'idée principale, ou le modèle. 32. Que vous avez probablement vu, et que pour toute quantité, vous voyez si vous pouvez. Trouvez deux actifs, puis vous utilisez le ratio de ces deux actifs pour représenter cette quantité. Ainsi, l'effet de change à terme est essentiellement un ratio comme celui-ci. Ce n'est rien d'autre que la parité des taux d'intérêt. 33. C'est à partir du stock que vous vous développez inaudible. On commence par le stock, on fait croître la monnaie nationale et on fait croître la monnaie étrangère. Vous obtenez des contrats de change à terme. Les contrats de change à terme constituent une mesure de martingale sous la mesure de change à terme domestique. Il s'agit d'une technique simple qui consiste à modifier toutes les mesures de probabilité. Il s'agit en gros d'un nombre élevé de changements de diverses mesures et de dérivés inaudibles. Vous commencez essentiellement avec, encore une fois, une martingale, en supposant qu'il s'agit d'une martingale et qu'il existe une mesure particulière correspondant à l'actif numéraire.
puis cette quantité est également une martingale et une mesure différente correspondant à un actif numéraire différent. Un point essentiel est que lorsque vous changez de mesure de probabilité, vous changez essentiellement le numéraire correspondant à la mesure de probabilité. Par conséquent, l'important est de connaître la valeur actualisée ou la valeur de marché, mais la mesure d'un titre négocié est indépendante. Les mathématiques utilisées importent peu si le titre négocié masque le prix du marché. Vous pouvez donc fixer le prix de ce titre à l'aide d'une seule mesure ou d'un seul numéraire. Vous pouvez ensuite fixer le prix avec une autre mesure, un autre numéraire. Ils doivent être identiques. Naturellement, vous voyez qu'il existe une équation simple au point de départ pour effectuer le changement de mesure. Si vous supposez simplement le changement de variable, vous obtenez essentiellement votre changement de mesure ainsi que inaudible habituellement. Et si vous avez travaillé sur le modèle VGA, vous reconnaîtrez probablement ce changement de mesure qui est utilisé pour le modèle VGA et sous l'ancienne mesure. Voici maintenant l'autre tas, les dérivés de crédit. Naturellement, les gens penseraient OK, puisque le taux de swap à terme est une martingale et un modèle de rente, naturellement les gens penseraient OK, alors le taux partiel des CDS à terme, c'est comme un taux de swap à terme. Il doit s'agir d'une martingale dans le cadre de la mesure de l'annuité risquée. C'est donc assez intuitif, sauf qu'il y a un problème si l'entité de crédit de référence a un recouvrement nul en cas de défaut. 34. Ensuite, cette rente risquée pourrait avoir un zéro. Et maintenant, nous parlons d'utiliser quelque chose qui pourrait être zéro comme notre numéraire. Comment résoudre ce problème mathématique technique? C'est donc très intéressant. 35. Schoenbücher a été le premier à publier un article sur ce modèle. J'essayais simplement de faire un peu de travail moi-même lorsque je travaillais sur la VGA. Je me suis dit qu'il aurait été intéressant d'étendre le modèle VGA aux autres utilisateurs de crédit. Mais j'ai immédiatement buté sur cette difficulté. Lorsque la récupération est de 0, vous aurez un 0 dans votre numéraire, dans votre annuité de risque. Schoenbücher a donc eu l'idée de se concentrer sur les mesures de survie, ce qui signifie qu'il y a une difficulté si un défaut se produit et que la récupération est de 0. Son idée est maintenant d'oublier cet état. Ne nous en préoccupons pas. Si c'est le cas, la mesure de probabilité physique ou la mesure de probabilité neutre à l'égard du risque et la formule de survie ne sont pas équivalentes parce que la mesure de probabilité de survie ne sait rien de l'événement de défaillance. Pour qu'elle ne soit pas équivalente, il faut en fait transformer une difficulté mathématique en une autre. Heureusement, la seconde s'avère en fait plus facile à résoudre. Le point de départ consiste donc à utiliser le théorème de Harrison-Pliska. Pour l'essentiel, il suffit d'identifier un actif numéraire et un actif dénominateur. Vous identifiez deux actifs. On établit un ratio et on obtient une martingale. Il s'agit donc essentiellement d'une opération à terme et d'une rente à terme. Si nous avons cet indicateur du délai de défaillance d'un nom de crédit inaudible, qui est un T, il s'agit essentiellement de la jambe de prime du CDS. Il s'agit d'un actif négocié. Nous avons donc une martingale. La subtilité, comme vous pouvez probablement l'imaginer, interviendra lorsque nous modifierons les mesures de probabilité. Ok, nous avons parlé de la manière dont nous allons trouver la mesure martingale d'un coupon CBS au pair ou d'un taux CBS au pair à terme. C'est le point de départ du modèle de martingale. Essentiellement, pour toute quantité que vous souhaitez modéliser, vous essayez de trouver sa mesure de martingale. Une fois que vous avez trouvé cette mesure de martingale, vous pouvez faire une représentation de martingale. Ensuite, il est souvent nécessaire de modifier une mesure de probabilité.
Ainsi, toutes les fonctions de structure des termes, conséquences d'une variable, sont modélisées dans une mesure de probabilité cohérente. La première étape consiste donc à trouver la mesure de martingale. 36. La mesure de probabilité de survie, essentiellement, il vient de la définir avec. Vous pouvez définir ce taux, y compris avec des dérivés. Je veux définir cela essentiellement, si vous vous souvenez de la formule précédente, vous aurez une condition de martingale comme celle-ci. Les mesures de probabilité ne sont plus équivalentes, mais elles peuvent encore changer de mesure de probabilité. Vous devez modéliser séparément ce qui va se passer lorsque le défaut se produit si vous voulez utiliser ce modèle. J'aimerais maintenant passer à la deuxième partie, la martingale, le test de martingale, la martingale, récupération, et l'interpolation. Le test de la martingale est essentiellement basé sur les conditions de la formule du modèle précédent. Il ne s'agit là que d'exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Essentiellement, vous savez que c'est ce qu'il devrait être théoriquement, il vous suffit de tester dans votre implémentation numérique et de voir si ces conditions sont satisfaites. C'est le test de la martingale. Le rééchantillonnage de martingale signifie que nous savons que si vous testez, nous échouerons très probablement. Cela n'est pas nécessaire pour les modèles d'entreprise, mais même pour les modèles de produits dérivés au niveau du commerce. Souvent, je pense que les conditions de martingale ne sont pas exactement satisfaites. L'un des moyens d'y parvenir est donc de corriger cette erreur. La raison en est essentiellement l'approximation numérique. Quelle que soit la quantité que nous modélisons, il ne s'agit pas d'une véritable quantité. La véritable quantité que nous modélisons est essentiellement une fonction de ce dont nous disposons. Par conséquent, vous sélectionnez certains échantillons. Parfois, on peut avoir une fonction linéaire, log linéaire. Ce x0 est ce que nous avons dans notre modèle, et x est ce dont nous avons besoin pour satisfaire les conditions de la martingale. Essentiellement, dans le cas de Purdue, c'est très simple. On utilise d'abord la moyenne, puis on ajuste l'écart. Ainsi, étant donné n'importe quelle quantité x0, vous pouvez la modifier. Vous pouvez la forcer à être n'importe quelle moyenne donnée. Cette moyenne, dans notre cas, sera déterminée par la condition de la martingale. La prochaine chose intéressante est l'interpolation martingale. Oh, j'ai fait une faute de 37. Frappe. Parfois, vous avez élu un modèle au niveau de l'entreprise, par exemple, vous êtes plus responsable. Lorsque vous avez une courbe, vous savez qu'à tout moment, il y a une structure à terme. Dans le modèle, nous pouvons souvent modéliser quelques points sélectionnés. 38. Mais que se passe-t-il si votre modèle nécessite une structure à terme, un terme qui n'est pas dans votre modèle? Ce que les gens font normalement, c'est une martingale, une interpolation. Vous avez donc un passif d'un AN et un passif de 5 ans. Puis vous avez besoin d'une période de 3 ans. Que faites-vous? On interpole, par exemple. Mais l'interpolation ne garantit pas automatiquement les relations de martingale. L'interpolation de martingale a pour objectif de satisfaire automatiquement les relations de martingale. Le point de départ est la condition de martingale que j'ai écrite sur la diapositive. Essentiellement, ce S et ce T représentent le temps calendaire. Et ce T majuscule est en fait comme une structure à terme. Vous avez un taux à 1 AN, un taux à 2 ans, un taux d'intérêt à 5 ans, ces structures à terme. Comment interpoler de telle sorte qu'après l'interpolation, les conditions de martingale correspondantes soient satisfaites? Voici donc ce que nous faisons. Nous commençons avec, disons, le capital T1.
La capitale T1 est un point que nous modélisons. Nous supposons qu'il est probablement rééchantillonné selon la martingale et qu'il satisfait à la condition de martingale. Il s'agit d'une martingale pour T capitale 2. Elle satisfait également aux conditions de martingale correspondantes. Notre objectif est de déterminer T3. Comment interpole le terme T3 de manière à ce que ce T3 satisfasse à sa propre condition de martingale correspondante? Si vous effectuez une simple interpolation linéaire en utilisant T comme variable indépendante, vous n'y parviendrez pas. La clé est donc de choisir la bonne variable indépendante pour l'interpolation. Il s'agit essentiellement du temps précédent ou de la quantité de temps 0. Le temps S est donc antérieur au temps T. Imaginons que le temps S soit nul. En utilisant les quantités correspondantes au temps 0 comme variable indépendante, on peut essentiellement y parvenir. Il s'agit toujours d'une interpolation linéaire, mais avec une variable indépendante différente. En fait, vous pouvez le démontrer très facilement. Il s'agit simplement d'algèbre. Si vous prenez l'espérance, celle-ci étant une martingale, ce petit t deviendra S ensuite. Si vous faites l'espérance, le petit t deviendra un petit s par conséquent, si vous 39. Combinez ces deux éléments, de nombreux termes s'annuleront en fait. Essentiellement. Il vous restera cette martingale au moment S et le T3, c'est-à-dire la cible de la martingale de ce terme particulier. Et il s'avère que c'est l'espérance de cette quantité. Il s'agit donc d'une 40. L'algèbre linéaire simple est très simple. Vous pouvez le découvrir si vous le souhaitez. Cette méthode garantit donc essentiellement la quantité interpolée pour les valeurs qui satisfont à toutes les conditions de la martingale cible. Bien sûr, vous devez connaître la partie martingale. Si vous ne le savez pas, c'est une autre histoire. Il faut alors faire autre chose. Plus précisément, le temps 0, par exemple, est ce que le marché nous dit souvent chaque fois que nous faisons une hypothèse importante. Ainsi, quelle que soit l'hypothèse sur le temps 0 que vous faites, dans votre modèle dynamique, vous satisfaites automatiquement la condition de martingale nécessaire. Il s'agit juste d'une brève introduction à la façon dont nous procédons à la modélisation martingale. Ce modèle de marché Libor, comme vous l'avez probablement déjà appris, comporte différentes formes de BGM comme forme initiale. Ensuite, James Chidian est venu avec une autre forme. En ce qui concerne le modèle général de martingale, nous commençons généralement par trouver la martingale. Nous savons que le Libor à terme est une martingale dans son propre format. Nous savons donc que nous pouvons utiliser la représentation martingale. Sous certaines conditions techniques, le processus de diffusion peut être représenté par un mouvement brownien. Cela supposerait une loi log normale, par exemple. Nous ne sommes pas obligés de le faire, nous pouvons utiliser CV, avec inaudible toute l'activité. Le point de départ est la martingale et la division de la mesure de martingale, puis la représentation de la martingale. Pour l'essentiel, vous obtenez cette image de stochastique, en fin de compte. Ils ont besoin de changer de mesure ou de changer de valeur numérique. Parce que celui-ci dit essentiellement que pour un responsable particulier, vous avez un mouvement brownien et une mesure différente. Son utilisation est donc limitée. Une grande partie du commerce des produits dérivés, du commerce de l'IR essentiellement, c'est la même chose avec l'ensemble de la courbe en U. Vous devez donc vous assurer que vous modélisez l'ensemble de la courbe en U. Il faut donc s'assurer de modéliser l'ensemble de la courbe en U de manière cohérente. Il faut donc passer à la mesure de probabilité pour que tout soit spécifié dans la même mesure commune. Bien entendu. 41.
vous pouvez choisir la mesure commune que vous souhaitez utiliser. Grâce à un simple changement de numéraire, nous pouvons obtenir une équation de prévision des stocks comme celle-ci. Nous avons un mouvement brownien. Nous avons un mouvement brownien avec une corrélation comme celle-ci. Il s'agit donc essentiellement d'un modèle de marché sous une forme générale, avec une dimension complète. 42. C'est-à-dire un mouvement brownien par terme de diffamation. C'est donc toute la dimensionnalité. Professeur, Yi Tang, et ensuite vous devez faire. Oui, bonjour. Professeur, pouvez-vous conclure, car nous avons besoin d'un peu de temps pour les questions. Yi Tang, oh, vous voulez que je termine? C'est bon, je peux conclure maintenant. Si vous le souhaitez. Professeur, bien sûr. Ok, des conclusions. Yi Tang, bon, d'accord. La conclusion est la suivante. Il est nécessaire de disposer de modèles au niveau de l'entreprise pour traiter les effets de portefeuille non linéaires et nous devons tirer parti de nos modèles au niveau du commerce. Ce faisant, nous utilisons des tests de martingale, le rééchantillonnage de martingale, l'interpolation. Et non seulement nous avons besoin de la CVA, mais nous en avons aussi besoin pour financer les risques de liquidité et de capital, qui sont des risques très critiques. Et les gens ont commencé à accorder de plus en plus d'attention à ces risques, en particulier depuis l'effondrement des prix. En raison des limites de temps, je ne vais pas pouvoir terminer un autre exemple. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez jeter un coup d'œil à la page 22 des diapositives. J'espère que Basil Lee pourra encore vous le faire parvenir. Je vous remercie. Professeur, merci Yi. Nous publierons les diapositives probablement plus tard dans la soirée, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour conclure, voyons ce qu'il en est. J'aimerais aborder le sujet. Professeur 2, c'est bon. S'il s'agit du site internet du cours, c'est probablement très bien. Professeur, j'ai ajouté quelques sujets qui ont été utilisés l'année dernière pour le travail final dans le document qui se trouve sur le site web. Jetez un coup d'œil. En gros, les thèmes étaient principalement Black-Scholes ou des modèles plus avancés ou la manipulation de l'équation de Black-Scholes. Il y a eu un travail très intéressant sur l'analyse statistique des données sur les matières premières. Si quelqu'un est prêt à 43. Le faire, ce serait très intéressant. Et il y a eu quelques projets numériques de Monte Carlo. Des questions. Professeur 2, oui, nous avions prévu de vous donner un peu plus de temps pour poser vos questions. 44. Questions. Mais puisque nous avons 5 minutes, j'aimerais vous demander de réfléchir à ce que nous avons appris ce trimestre. Peter peut donc ajouter ce qu'il pense des mathématiques et des applications, et en même temps, pendant que vous rédigez le document final, se concentrer sur les nouvelles choses que vous pensez avoir apprises et sur ce que vous aimeriez explorer dans la prochaine étape de votre recherche. Je pense donc que nous n'avons pas beaucoup de temps pour poser des questions. Mais si vous avez des questions, ce sera l'occasion de poser des questions sur le document ou le cours. Peter, vous voulez faire des commentaires? Peter, bien sûr. Je voudrais juste dire que je pense que ce cours a été très stimulant pour la plupart d'entre vous et que c'était, je pense, notre intention. Et je respecte vraiment tout le travail et les efforts que chacun a fournis dans ce cours. En ce qui concerne le travail final, nous examinerons vos antécédents et nous chercherons des idées qui démontrent ce que vous avez appris pendant le cours. J'ai déjà examiné plusieurs travaux. Je suis très satisfait des résultats. Je pense donc que tout le monde a fait du bon travail.
Ce cours, je pense, est destiné à vous fournir les bases des mathématiques pour les applications financières ainsi qu'une excellente introduction et exposition à ces applications. Je pense que vous trouverez ce cours précieux tout au long de votre carrière, et j'attends avec impatience de pouvoir vous aider à répondre aux questions que vous pourriez avoir après le cours. Je suis sûr que les autres membres de la faculté pensent de même. Nous voulons être une bonne ressource pour vous maintenant et par la suite. Professeur, très bien dit. N'hésitez donc pas à nous contacter. Et n'hésitez pas à rester en contact. Toutes les coordonnées sont sur le site web. Nous prévoyons de répéter ce cours l'année prochaine. N'hésitez donc pas à en parler à vos amis ou à venir nous voir l'année prochaine, c'est-à-dire à l'automne suivant. Ce ne sera pas exactement la même chose. Nous essaierons de le rendre légèrement différent, mais il se rapproche. Professeur 2, si vous avez des suggestions de sujets, si vous pensez que vous n'avez pas été exposé et que vous aimeriez en savoir plus, envoyez-nous un courriel si vous le pouvez. Je pense que l'une des valeurs de ce cours est que nous pouvons faire venir à peu près tout le monde à la frontière de cette industrie pour vous donner un aperçu de ce qui se 45 passe. Professeur, prenez soin de vous sur le site web, c'est important. Et c'est tout. 46. Professeur 2, ok. Merci pour votre participation à ce semestre. Applaudissements. Professeur, et merci à lui de m'avoir fait le plaisir de m'accueillir.